Bonjour à tous, je suis et nous sommes très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour On se dit tout. Alors on va parler boulot, on va parler enfants, études et on va parler aussi santé, tout ça en détail. Tout de suite, la mise au placard, c'est un mythe ou une réalité? Eh bien on en saura un peu plus. Ensuite, votre enfant veut changer d'établissement. Est-ce qu'il faut l'accompagner dans ce processus ou au contraire éviter le changement? On en parlera avec un professionnel. Et enfin, les tendinites à répétition, pourquoi et comment les prendre en charge? On en parlera avec une rhumato. Mais pour l'heure, justement, je retrouve mes invités, je vous les présente et on démarre. À tout de suite. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois pour un nouvel épisode d'On se dit tout. Alors, je commence par vous présenter mes invités, à commencer par vous, docteur Najat Yetifti. Marhaba, merci beaucoup d'être là. Merci pour l'invitation. Alors, avec vous, on va parler des tendinites. De plus en plus de personnes se plaignent de tendinites. Est-ce que c'est un terme galvaudé ou on sait véritablement ce que c'est? Pourquoi on a de plus en plus mal et on parle de tendinites? Bref, vous allez nous expliquer tout cela en détail dans un petit moment. Ensuite, nous avons avec nous M. Zakaria Rachidi. Bonjour Sidi, c'est un plaisir de vous avoir. Bonjour, merci. Vous êtes directeur pédagogique, spécialiste en pédagogie. Avec vous, on change d'établissement. Comment réussir l'insertion? Eh bien, on va en parler avec vous dans un petit moment. Et puis, à vos côtés, celle qui va nous dire si la mise au placard existe vraiment dans les entreprises. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Est-ce que d'abord le jargon, le terme, enfin l'expression mise au placard est un jargon, on va dire, professionnel ou c'est monsieur et madame tout le monde qui en parle de cette manière? Eh bien, on en parlera avec vous. Fatem Zahra Mzeoud Benis, marhaba, merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir de vous retrouver, de démarrer justement la saison tous ensemble, depuis quelques épisodes d'ailleurs. Merci infiniment d'être là. Et on y va sans plus tarder avec cette histoire de mise au placard. On en parle au boulot. Alors, Fatem Zahra, dites-nous, ça existe vraiment cette histoire de mise au placard? Oui, ça existe et c'est pas une nouveauté. C'est pas une nouveauté. Non, c'est pas une nouveauté, ça existe et ça existera. Alors, est-ce que c'est une interprétation personnelle du salarié ou c'est une intention de la part de l'employeur? Ça peut être des deux. Ça dépend de la perception de chacun, mais on va en être sûr quand c'est factuel. Quand c'est quelque chose de factuel, c'est là on saura si c'est vraiment quelque chose de voulu et de prémédité ou c'est quelque chose juste ressenti par rapport à une certaine situation, par rapport à ou différentes situations. D'accord. Alors justement, passons en revue et en détail les différentes situations. Quand vous dites ça peut être subjectif, c'est-à-dire dans quel cadre? Imaginons qu'on recrute un nouveau directeur d'exploitation et que la personne qui s'occupait des mêmes tâches ne les fait plus. Donc on retire ces tâches-là, on retire ces missions, mais on n'explique pas, on ne prend pas le soin d'expliquer. Et donc la personne se sent marginalisée et donc pense éventuellement quand cette personne-là a pris sa place et qu'on voudrait justement l'éloigner de plus en plus de ce poste-là pour peut-être la virer. Ça peut être vrai comme ça peut ne pas être vrai. Et justement, le fait de ne pas expliquer, de ne pas informer, laisse un grand espace à l'interprétation. Et l'interprétation, c'est souvent quand il y a interprétation, il y a conflit ou il y a au moins ébauche à conflit. Alors, on dit souvent que lorsqu'il y a une mise au placard, c'est parce que le manager ou l'entreprise ne veut pas indemniser son salarié, ne veut pas l'indemniser, donc le pousse à bout. Est-ce que c'est une technique on va dire c'est justement une forme, on va dire c'est une forme de violence? C'est une forme de violence. Oui, tu me fais dire des choses que j'ai pas envie de dire, mais pourquoi vous voulez venir en parler de façon plus douce? Parce qu'en général, mon client principal c'est l'entreprise et du coup, c'est une des techniques que l'entreprise en dispose pour justement ne pas indemniser. Je vais donner différents types de cas. Bien sûr. Donc il y a le cas où l'entreprise rachète une autre entreprise et donc du coup nous avons quelque part deux responsables. Imaginons nous avons deux écoles, donc deux directeurs pédagogiques. Lequel on garde? Et donc la logique dit qu'on devrait garder un et en licencier un autre, selon certains critères. Et bien cette nouvelle entreprise ne souhaite pas indemniser ce deuxième. Et donc du coup, elle va le placarder, elle va lui soutirer toutes les tâches, toutes les missions, elle va le pousser vers la porte. C'est ça la placardisation, c'est qu'il va le pousser à une démission. Il y a un autre vous avez déjà vécu ça, enfin pas vous personnellement, mais dans ce contexte justement, comme disait Fatem Zahra, M. Rachidi,
Alors, j'y ai déjà assisté. Oui. En réalité, j'y ai déjà assisté dans différentes structures, hein, pas forcément des écoles. Mais j'ai envie de dire, dans les écoles, généralement, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça dans la mesure où on est relié directement à l'activité avec les élèves. Donc, moi, je pense qu'il y a plus de revendications ou de mise, je veux dire, en faute par rapport à des choses professionnelles que de mise au placard. Ouais, que de mise au placard. Ce n'est pas réellement le cas, parce que dans l'école, tout le monde est intéressé pour faire réussir les élèves. Donc, c'est pas... Donc ça, c'était le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure qui est le plus présent, c'est qu'une personne ne fait pas l'affaire, ou je ne souhaite plus l'avoir dans mon équipe, mais je n'ai pas ni le courage, ni l'envie de lui donner ses indemnités pour la laisser partir. Et donc, du coup, je vais tout faire pour la pousser à démissionner et à quitter. Et ça, c'est une forme de... Vous avez parlé de violence, je parle d'harcèlement. Oui, c'est absolument, c'est de l'harcèlement. Donc, quand vous dites... Enfin, un placard, oui, on le met on lui enlève les moyens pour travailler, un ordinateur, j'ai vu des cas comme ça, pas d'ordinateur, pas accès au téléphone, on le met dans une très petite pièce où il n'y a pas assez de lumière, ou peut-être on le met à côté des toilettes ou des archives. En fait. Absolument. C'est un jeu de guerre. De guerre et de nerfs. C'est un jeu de nerfs et de guerre. Exactement. Absolument. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il faut tenir ou il faut partir? Parce que si on part, on laisse tout derrière. Mais est-ce qu'il faut tenir? Alors, c'est la question à 1 million d'euros, de dirhams, comme on dit, voilà. Parce que c'est souvent le cas. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir pour travailler dans le côté professionnel. Dois-je rester ou partir? Parce que même quand je suis en bis-bis avec mon N+1, c'est une forme de violence et d'harcèlement quelque part qui est vécue, qui n'est pas forcément objective. Mais donc, pour lui, il est placardé. Est-ce que je laisse 15 ans derrière moi et je leur laisse tout? Non, je ne vais pas leur laisser. Ce n'est pas tout le monde qui réagit comme ça. Il y a des bras cassés aussi, ce que je les appelle les bras cassés, des personnes qui croient qu'ils ne peuvent rien faire ailleurs. Donc pour lui, s'il part, il ne va pas être recruté ailleurs, donc c'est sa dernière chance. Donc du coup, il va rester. Après, il y a les personnes qui ont peur. Mais pourquoi vous les appelez les bras cassés? Moi, ça c'est un avis personnel. C'est ça. Je ne généralise pas, bien entendu. Depuis tout à l'heure, je donne juste des exemples. Pour moi, et ça n'engage que moi par rapport à une vision, celui qui a une compétence, qui a une expérience, qui a une volonté d'avancer, si l'environnement ne lui convient pas, il est important de prendre des décisions qui sont conformes à lui, à son intégrité physique. Ça veut dire qu'il se sente bien, qu'il soit pas sous antidépresseur, qu'il ne soit pas toujours stressé, qu'il soit toujours motivé pour faire ce qu'il veut. Mais justement, Fatima, c'est ça qui est compliqué. Vous l'avez dit, est-ce que je laisse 15 ans, 20 ans, 10 ans, 5 ans derrière moi et je claque la porte? Parce que c'est ce qu'on veut, justement. Pourquoi je vais leur... Souvent, qu'est-ce que vous disent les salariés dans cette situation? Je n'ai rien fait, par exemple, pour mériter ça, et je ne vais pas leur offrir mon départ sur un plateau d'argent. Je le comprends, sauf qu'on ne réagit pas tous de la même manière. Parce que nous ne le vivons pas de la même manière. Chacun de nous a ses propres priorités. Quelqu'un qui a sa dignité qui est plus que tout ne restera pas même s'il va perdre 20 ans. Donc pour vous, c'est une question de dignité? Non, pas forcément. Non. Je donne juste des exemples. D'autres personnes, c'est la famille qui est important pour lui. Et donc, du coup, il a des peur. Frais, Bien sûr, il a peur. Enfin, les frais, c'est à la charge de tout le monde. Sauf qu'il a peur, et je comprends bien, quand on arrive qu'à 40 ans, 50 ans, on n'est plus aussi demandé sur le marché que quand on a 30 ans. Les opportunités diffèrent. Il y a énormément de variables. Donc, on ne peut pas traiter un cas. Je ne peux pas vous dire qu'il y a une solution. Non. C'est justement qu'il y a des accompagnements individualisés parce qu'on va peser le pour et le contre. On va aller voir les compétences de chacun. On va voir les possibilités de chacun. On va voir la capacité parce qu'il faut être capable de prendre une décision. Et cette décision, il y a des gens qui sont capables de prendre des décisions tout de suite. 1 + 1 = 2. Et d'autres qui ont besoin de temps. Est-ce que c'est des personnes qui ont besoin, est-ce qu'ils sont en dépression, donc ils ont besoin de temps, de cocooning, de réflexion, d'introspection pour trouver leur chemin? Est-ce que ce sont des personnes qui ont besoin de renouveau et donc du coup ils peuvent tout lâcher? C'est vraiment très 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 différent. Alors est-ce que ça s'annonce avant ou bien on va dire ça tombe sur la personne? Est-ce qu'il y a des prémices
de mise au placard. C'est pour ça que j'ai dit. Alors, les prémices, c'est quand il y a un changement organisationnel, il y a une peur. Il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre à tout. Pas forcément, ça va arriver, mais il faut. Après, il y a aujourd'hui les rachats des groupes internationaux qui arrivent avec leurs propres équipes aussi et qui ont leurs propres quotas. Donc, il est obligé d'installer ce quota-là. Et il y a des postes aujourd'hui, ce que je souhaite faire passer comme message. Il y a un rapport de la Banque mondiale qui a été lancé il y a, je pense, il y a au moins une vingtaine d'années. Ils ont parlé de ça. Mais aucune entreprise n'a pris en charge, ni même les salariés, n'ont compris cet enjeu, ni compris que ça allait venir. Aujourd'hui, il y a des postes. On sait que quand il y a des entreprises qui s'installent, il y a des postes spécifiques qui n'iront que pour cette entreprise qui va acheter la maison locale, la maison mère, voilà, pour l'entreprise locale. Et donc, du coup, il faut se préparer. L'idée, c'est de dire, c'est ce que j'ai dit toujours, le succès, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Il faut prendre, pour moi, ce changement est une opportunité de carrière aussi. Bien sûr, mais maintenant, il y a l'art et la manière. C'est la manière qui fait mal. C'est justement la mise au placard qui fait mal. Peut-être rapidement, est-ce que c'est une forme d'arme de licenciement massive au Maroc? Est-ce que c'est très utilisé? Oui. C'est pas encadré par la loi? Alors, il faut le prouver. C'est ça. Et justement, pour prouver ça, c'est très difficile. Sauf que la loi marocaine est à 99% aux côtés du salarié. Donc, quelle que soit la preuve ou pas, quand il va en justice, il a gain de cause. Le salarié? Oui. C'est ça. Mais comment il peut prouver une mise au placard? Par exemple, par rapport à des missions, parce qu'il faut, en général, est-ce qu'on a un contrat? Il faut respecter le contrat. Normalement, dans le contrat, on est obligé de vous donner des missions et des tâches. Il faut prouver qu'on ne vous donne plus ces missions, qu'on vous donne plus ces tâches-là. Après, aujourd'hui, ces dernières années, on peut même prouver que si, à travers quelques assurances, si on a des dossiers et qu'on a été malade longtemps et que nous avons un vrai dossier médical qui stipule que nous avons un problème psychologique suite à des problèmes, etc., il peut le prouver par ça. Mais bon, ça reste quand même délicat et difficile. Alors, on a intégré dans la discussion, on va dire, le monde scolaire. Maintenant, le monde médical, docteur Najat Setifti, est-ce qu'il est touché par cette histoire de mise au placard? Bon, vous avez un cabinet privé, mais en même temps, vous avez des collègues dans le monde, on va dire, dans le public, ou dans l'enseignement, etc. Est-ce que le monde médical, pas privé, mais public éventuellement, et privé aussi, pourquoi pas, est-ce que c'est touché par ce phénomène, voire fléau de la mise au placard? C'est comme dans tous les domaines, même dans le monde médical, il y a de la mise au placard. Je n'ai pas vécu ça, heureusement, mais il y a des collègues à moi, par exemple, nous, on a surtout des soucis, par exemple, quand on suit la voie du CHU. Parfois, c'est vraiment très difficile d'arriver à l'agrégation, de pouvoir être accepté, parce qu'il y a des quotas, il y a un nombre de médecins limités qui sont acceptés en fonction de ce qui est demandé sur le marché du travail. Donc là, parfois, il y a des mises à placard, il y a des médecins, des collègues à moi que j'ai connus et qui malheureusement n'ont pas pu accéder à ce poste ou n'ont pas pu accéder à cette échelle-là pour arriver à avoir leur agrégation. Et donc quand on n'a pas l'agrégation, on ne peut pas pratiquer? Non, ce n'est pas qu'on ne peut pas pratiquer, mais qu'on ne peut pas enseigner. C'est-à-dire qu'on n'a pas le titre de professeur à l'enseignement, c'est-à-dire dans le CHU. Mais ça, c'est pourquoi? C'est une peur de concurrence? C'est différent peut-être? Une concurrence, oui, et aussi parce que ça dépend de ce qui a été, c'est-à-dire ce qu'il y a des postes disponibles au CHU. Parce que la mise au placard, elle est souvent utilisée pour éviter d'indemniser, de licencier et d'indemniser. Mais là, dans ce contexte-là, c'est peut-être... Je pense que dans le monde médical, on a toujours besoin des médecins. C'est ça. Donc, c'est très difficile de les mettre au placard, les médecins. Voilà. Donc, il y aura toujours une petite place pour eux dans le secteur public, dans le secteur... C'est-à-dire... je ne crois pas que le médecin... risque la mise au placard, mais dans un CHU, peut-être oui. Dans le CHU, si ça ne marche pas avec... Il ne sera pas mis au placard, mais il sera en quelque sorte... c'est-à-dire il ne pourra pas accéder au tiroir. Mis au tiroir, voilà. Juste le tiroir, pas le placard. Il sera mis au tiroir plutôt qu'au placard. Voilà. Oui, bien sûr. Mais est-ce que ça ne correspond pas plus, là je vais m'adresser à la collègue, aussi à un défaut ou un manque de formation des dirigeants, des managers? Parce que s'ils utilisent
cette mise au placard plutôt qu'un licenciement dans les règles, c'est peut-être aussi parce qu'il manque de maîtrise des outils. Absolument, mais il n'y a pas que ça, parce que parfois c'est intentionnel. Donc on sait ce qu'on doit faire et croyez-moi que les dirigeants savent ce qu'ils veulent et donc ils y vont. Maintenant, c'est un manque aussi d'accompagnement derrière, parce qu'ils doivent toujours avoir des conseillers qui doivent leur démontrer. Parce que quand on met une personne au placard, on démontre à tout le monde qu'il n'y a pas de crédibilité. Et donc ça, c'est il n'y a pas de justice. Non, il n'y a pas de justice. Et donc derrière, les gens ont peur. On n'a pas besoin de personnel qui a peur, on a besoin de personnel qui aime son travail et qui a confiance. Et toute la différence est là. Et si tu permets, s'il te plaît, Bien parce sûr. que la placardisation n'est pas juste liée à une fusion, une organisation, ça peut aussi être coïncider à l'arrivée d'un nouveau dirigeant qui arrive avec son équipe. C'est pour ça que je dis patience aussi. Parfois, la patience est très importante. Je n'ai pas besoin de quitter parce que j'ai 15 ans, je peux peut-être trouver un autre moyen de rester dans mon entreprise, de trouver autre chose à faire, d'essayer de ne pas succomber et de ne pas subir plutôt. Et ça arrive aussi. Et le temps que peut-être cette personne reparte, que ça se réorganise, et aussi dans les administrations, parce qu'on ne peut pas virer quelqu'un en général, donc on le placardise pas comme le privé. Et là aussi, il y a d'autres manières de faire pour ces gens-là, parce qu'il y en a énormément. Alors, on a une question pour vous de la part de Kamal qui vous dit « Actuellement, je vis cela au boulot, mais ça me motive à chercher un nouveau poste. Dois-je en parler lors de mes entretiens ?» Oui, absolument. Je suis mis au placard. Il est mis au placard, donc peut-être ça peut être un ressenti. Donc ouais. Quand on en parle, déjà, on va lui confirmer ou infirmer est-ce qu'il est déjà entretien avec pour le nouveau poste à l'extérieur. Ah d'accord. Non, parce que le recruteur peut, et je dis bien peut, le prendre mal, parce qu'il va se dire qu'il va, dans un futur proche, c'est quelqu'un qui va parler de son entreprise de la même manière. Il faut éviter de mal parler de l'entreprise qu'on quitte. Ça, c'est un conseil. Même si on vit mal, on va dire ce départ. Oui, l'environnement ne me convient plus et c'est pour ça que je cherche. Mais jamais mal parler de son entreprise d'avant. Ok, chef, retenu. Jamais parler mal de son entreprise. Oui, parce qu'il y a une réputation et les gens parlent entre eux. Tout à fait. Merci beaucoup, Fatem Zahra Mzewoud Mbednis. Merci infiniment d'être là. On a encore 2 sujets. On va parler de tendinite tout à l'heure avec vous, docteur Najat Yatifti. Mais pour l'heure, on vous retrouve, monsieur Rachdi Zakaria, pour parler de changement d'établissement. Comment réussir l'insertion. Et donc, vous êtes avec nous, monsieur Rachdi Zakaria, directeur pédagogique au sein d'un groupe scolaire pour nous parler du changement d'établissement et surtout comment réussir l'insertion. Mais d'abord, à quel moment ou pour quelles raisons change-t-on d'établissement scolaire ? J'ai envie de dire qu'il y a 2 aspects qui sont importants dans cette idée de changer d'établissement scolaire. La motivation, effectivement, les raisons, elles peuvent être de 2 ordres principalement. D'abord, au niveau changement de situation familiale, ça peut être un déménagement, une séparation ou autre, et aussi au niveau professionnel, une mutation qui provoque un déménagement. Donc, c'est 2 perturbations qui peuvent provoquer un changement d'établissement. Mais il faut aussi se dire qu'il y a des changements qui sont normaux, prévisible, le changement d'établissement parce qu'on passe de la maternelle au primaire, de la primaire au collège ou du collège au lycée. Mais c'est aussi des changements d'établissement qui sont importants, qui doivent être accompagnés. On n'y pense pas forcément. On se dit oui, c'est un passage normal. On se dit que c'est collectif. C'est collectif, tout à fait. Et que du coup, c'est logique. La cause est entendue, mais bien souvent, je pense que c'est les mêmes raisons et les mêmes raisons qu'il faut surveiller, j'ai envie de dire, en termes d'accompagnement. Mais c'est différent que l'on soit justement enfant, jeune ado, grand ado? Alors oui. Et j'ai envie de dire, c'est presque, pour moi, inversement proportionnel à l'âge. Au moment où ça arrive, c'est vrai que les parents, ils sont très couvents. Quand c'est à la maternelle, ils se disent « Ah, mon enfant, il ne faut pas le brusquer, il ne faut pas qu'il change de maîtresse en cours d'année. » Ça arrive de temps en temps, par exemple, quand la maîtresse... maternité. Et on dit « Ah, qu'est-ce qui va se passer au retour de la maîtresse ?» Ils vont être perturbés. Non, ce n'est pas vrai. La réalité, qu'on se mette bien d'accord. Okay. Plus ils sont jeunes, plus ça va vite de s'intégrer au milieu de ses camarades. Et ce qui compte, c'est plus la stabilité avec les camarades. Et inversement, donc je disais,
à l'adolescence, notamment au lycée, il y a des enjeux qui peuvent être beaucoup plus graves, et des dangers aussi, des dérives en termes de comportement, parce que justement, c'est la période de l'adolescence qui fait que on a peur de perdre son ami pour la vie, qu'on a mis du temps à se constituer. Il y a des changements d'orientation aussi. Et donc, là, il y a des enjeux qui sont très, très émotionnellement importants pour les jeunes lycéens ou lycéennes. Mais c'est fou parce que, je ne sais pas vous, mesdames, mais moi, en pensant à ce sujet, forcément, je pensais à l'enfant parce qu'on se dit c'est le petit enfant qui a le plus besoin d'être accompagné. On ne pense pas forcément aux grands ados qui passent du collège au lycée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Fatem Zahra. Pour ma part, je suis d'accord avec lui, mais moi j'étais consciente du passage. L'enfant, oui, mais aussi quand on passe, moi la grande, elle est passée il y a quelques années au collège, et c'est moi qui ai vécu une année carrément, c'est moi qui avait besoin d'être accompagnée. La maman et pas elle, forcément. Oui, absolument. Je pense qu'elle l'a bien vécu, mais c'était moi qui avais peur et qui avait besoin de cet accompagnement, d'être rassurée qu'en termes de devoirs, en termes de changement d'horaire, ils étaient sur des 3-4 heures et maintenant ils sont sur 1 heure. Est-ce qu'ils sont capables de gérer les devoirs, les différentes matières, etc. Mais finalement, ils gèrent mieux que nous, à mon avis. Et vous, Najat Tifti, vous l'avez vécu aussi? Moi, je l'ai vécu avec ma fille aînée, du passage d'un système à un autre. Ouais. Donc, c'était en CE1. Et ça a été un petit peu difficile quand même pour elle, surtout qu'elle était un peu timide au début. Mais après, ça s'est bien passé. Mais il fallait l'accompagner quand même au tout début. Et ça me rappelle aussi un autre sujet que mon fils m'a dit hier. Il y a son copain, il est adolescent, il a 14 ans. Il a son copain qui va partir en Italie. Il m'a dit, je suis tout triste parce que je ne vais plus revoir mon copain parce qu'il va partir en Italie. Il faut dire que les enfants entre eux, il y a des relations qui se tissent, il y a des relations très profondes. Il faut faire attention, surtout en phase d'adolescence, comme vous dites. Alors, Monsieur Zakaria Rachdi, justement, on accompagne les enfants ou leurs parents? Les deux. Les deux, finalement. Les deux, parce que celui qui a le recul, c'est le parent. L'enfant, lui, vit la chose. Mais le parent, lui, il peut avoir un petit peu de recul et s'il se renseigne, il peut être aussi accompagné et chercher, en accompagnant son enfant, comme Madame a dit, à être assuré et puis s'assurer du bon accompagnement de son enfant. Mais on voit beaucoup de parents, on va dire, beaucoup vraiment stressés par rapport à ces changements d'établissement et notamment de niveau. Et on se dit, est-ce que ça fait tellement peur, ça fait aussi peur, c'est aussi inquiétant, ou c'est l'angoisse des parents pour leur petit bébé, quel que soit l'âge de ce petit bébé, et de la peur de sa mise en difficulté qui, on va dire, amplifie la situation? Alors moi, je dis qu'il ne faut pas négliger les choses. Moi, vraiment, ça peut très bien se passer, et je rejoins les collègues autour de la table. Les mamans ici. Pardon, les mamans, pardon. C'est vrai que j'ai l'habitude. Mais donc les mamans qui sont aussi, et les parents, donc du coup, globalement, ça stresse, mais dans les petites classes, effectivement, ils sont dans des phases de latence. Donc, ils reçoivent beaucoup de choses et ils ne ressortent pas forcément beaucoup de choses. Et c'est beaucoup plus problématique dans la préadolescence et dans l'adolescence, mais surtout à cause du système. Quand je dis système, c'est vrai qu'on passe d'un système maternel où quand même il y a beaucoup d'adultes qui encadrent. Primaire, il y a encore des adultes qui encadrent. Et plus vous allez, il y a beaucoup plus d'adultes, mais qui n'encadrent pas. Je prends l'exemple qui pose souci au niveau du collège et du lycée, c'est que quand il y a une heure vide où il n'y a pas cours, souvent les élèves ils sont livrés à eux-mêmes. Et donc ce manque d'encadrement, pour moi, c'est ce qui peut générer de l'angoisse et chez les parents, et à juste titre, et aussi chez les élèves qui, eux, peuvent avoir du coup des conduites un peu déviantes ou en tout cas chercher à occuper ces trous nouveaux qu'ils n'ont pas l'habitude d'occuper. Alors justement, maintenant qu'on a planté le décor, et c'est vrai, comme vous l'avez dit, il faut véritablement s'en occuper, qu'ils soient petits et encore plus s'ils sont plus grands, s'ils passent au collège ou au lycée. Comment faire? Là, on est vraiment aux premières semaines de la rentrée et je pense qu'on a encore le temps de bien mettre tout ça sur pied. On marque une pause et on revient pour en parler. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir de continuer l'émission avec vous. Aujourd'hui, on se dit tout et on se dit beaucoup de choses. On parle santé, tendinite dans un petit moment. On a parlé de mise au placard. Est-ce que ça existe vraiment? Ben oui, ça existe. Elle nous l'a dit, Fatem Zahra Mzioud. Et puis pour l'heure, changement d'établissement. Comment réussir l'insertion? Les enfants ont repris les chemins de l'école depuis quelques semaines déjà. Alors certains sont passés de la maternelle au primaire, d'autres du primaire au collège, d'autres du collège au lycée.
Alors, pour les plus grands, justement, les tout petits, on ne s'en fait pas, M. Zakaria Rachdi, vous l'avez dit. Souvent, les parents sont vraiment derrière pour assurer la transition. Mais plus ils grandissent et plus on les lâche dans la nature, pensant qu'ils sont grands. Maintenant, ils n'ont plus besoin de nous. Et vous dites, attention, il faut continuer à les accompagner. Plus ils grandissent et plus il faut être derrière. Et puis, il faut essayer de mettre sur les rails ce changement d'établissement. Dites-nous comment. Alors, pour moi, ça correspond à 3 étapes selon un schéma temporel. Le bien avant, et on vient de l'évoquer, le bien avant, pour moi, c'est la prise de conscience. C'est ça. C'est-à-dire que chaque parent prend conscience qu'effectivement, il va falloir accompagner. Et l'accompagnement, il faut aussi, malheureusement, un peu stresser. J'ai envie de dire, il faut imaginer presque le pire pour se dire qu'effectivement, je veux éviter ce pire, donc il va falloir que j'accompagne pour éviter ce pire. Vous êtes un parent stressé, M. Zakaria? Du tout. Rachdi? Non. Non, du tout. Moi, je fais très confiance, et d'une part à mes enfants, et au système d'une manière générale, et aux collègues qui encadrent. Mais vous dites, il faut quand même un petit peu il faut quand même suivre. Imaginer le pire. Alors, il faut quand même imaginer le pire, parce que justement, étant dans le milieu, je me dis que moi, je sais vraiment ce qui se passe et ce qui se joue chez les élèves, et que ça peut être vraiment très problématique. C'est quoi le pire? Ouais, je ne sais pas si c'est joyeux d'en parler. Mais c'est quoi? Drogue Drogue, conduite déviante d'une manière générale, effectivement. On avait déjà parlé aussi du harcèlement. C'est ça. On peut subir du harcèlement. Et puis, je veux dire, un tel état de mal-être qu'on pourrait arriver jusqu'au suicide. Et je trouve malheureusement que... À cause d'une mauvaise insertion. Ah oui, tout à fait. Il ne faut vraiment pas négliger les choses. Et je vous dis, c'est en fonction de l'âge où les choses sont perçues de manière de plus en plus intense et que si elles ne sont pas mises à distance et vraiment discutées, parce que là, on va en parler. Donc la première étape, c'est le bien avant, donc cette prise de conscience qui est nécessaire, mais de mon point de vue chez l'adulte. Une fois que la prise de conscience elle est faite, il faut aller vers la prise en compte, c'est-à-dire la préparation de ce changement. Effectivement, il faut penser du coup à dire au revoir, dire merci, les petites ruptures, j'ai envie de dire, avec ses anciens camarades, parce qu'il va changer. Souvent, il faut annoncer les choses, il ne faut pas laisser de non-dits, il faut éviter les non-dits pour éviter les malentendus, parce que ça peut être très très mal pris et interprété au niveau de l'enfant qui ne se sent pas pris en compte. Et donc, cette étape, je parlais de prise en compte justement de la préparation, le fait de parler. Et ensuite, une fois que le moment est arrivé, comme maintenant, après la rentrée, moi, je conseille de laisser passer au moins 3 semaines. OK. 3 semaines, c'est qui constitue pour moi un premier cycle pour que les élèves fassent connaissance avec leur nouvel environnement. Quand vous dites 3 semaines, c'est-à-dire 3 Tout le mois de semaines septembre. pour se laisser le temps de... Laisser le temps de découvrir, de se découvrir. Donc là, on est début émerger. octobre. Là, on est début octobre. Ouais, c'est bien, c'est bien. Mais il faut annoncer que, justement, au-delà de cette période de 3 semaines, on va avoir un rendez-vous, on va aller se renseigner. Et ça n'empêche pas... Pour les parents. Oui, pour rencontrer l'établissement ou le personnel de l'établissement, se renseigner sur, effectivement, s'il y a des cellules d'écoute. Est-ce qu'il s'est fait des amis? Est-ce que... Alors, ça, justement, il ne faut pas attendre 3 semaines. OK. Ça, c'est quotidiennement. On peut parler déjà, si on a parlé justement du changement de situation, d'un déménagement, de changement de cadre, effectivement, moi aujourd'hui au travail, ça s'est bien passé ou ça s'est moins bien passé. Et donc questionner sur des choses comme la cantine, le repas, c'était bon, c'était pas bon. Il faut donner des espaces de parole aux enfants pour qu'ils puissent libérer aussi toute cette anxiété, cette inquiétude qui pourrait, je parle au conditionnel, peut-être qu'il n'y aura rien. Oui. Mais maintenant, effectivement, s'il y a quelque chose, il faut qu'il y ait cet espace qui soit prévu. Mais notre enfant, est-ce qu'il ne risque pas de se sentir en quelque sorte envahi, harcelé dans son intimité? Surtout à cet âge-là de l'adolescence, où c'est l'âge le plus complexe, ils n'ont pas trop envie de cette Donc je parle d'offrir. Immersion des parents dans leur... Voilà, c'est offrir des espaces de parole, c'est pas imposer. Moi, je trouve que ce n'est pas du tout la même chose de provoquer une discussion et laisser la parole de s'exprimer, et le fait d'imposer 10 mois et harceler, ce n'est pas un interrogatoire qu'on va mener. Mais par contre, si on aborde différents sujets, si on questionne sur les activités parascolaires, de manière indirecte ou directe, et annoncer bien à l'avance que, au bout de 3 semaines, je prendrai rendez-vous avec ton prof principal, ou avec le psychologue scolaire s'il y en a un, ou avec un responsable de la cellule d'écoute. Alors, je reviens sur la cellule d'écoute, c'est quelque chose qui est de plus en plus mis en place dans les établissements scolaires, et je trouve ça positif, parce qu'effectivement, il peut se passer plein de choses qui seraient assez, j'ai envie de dire, sournoises, et qui passeraient sous silence s'il n'y a pas de cellule d'écoute. Donc prendre rendez-vous, c'est le moment de prendre rendez-vous avec... Oui, en fait, c'est pas... très, et en plus, vous allez provoquer de l'empathie du côté du milieu des enseignants. D'accord. Vous aimez ça, vous, les visites des parents?
Alors, Ça vous fait sourire, Fatem Zahra, alors, j'ai envie de parce dire- que c'est la question à 1 million de dirhams aussi. Aussi. Est-ce que vous aimez les visites récurrentes des parents Alors- et quelle est la fréquence de visites que vous appréciez? Voilà, mais ça continue à vous faire Alors, sourire, Fatem Zahra. moi, surtout, je vais insister sur le format de la visite. Chacun à sa place. Le parent, partenaire de l'école, et j'ai bien dit partenaire, pas client, qui vient exiger, qui vient demander de l'information, des explications, qui a envie de comprendre, qui a envie de savoir comment il peut accompagner aussi son enfant. Je peux en prendre 100 par jour, ça ne me dérange pas. Oui, mais à quelle Par contre- fréquence il peut revenir? Alors, revenir, j'ai envie de dire, ouais, si le premier rendez-vous s'est bien passé et que l'enfant a une prise de parole, j'ai envie de dire, normale, qu'on ne ressent pas d'enfermement aussi. Hein. Il y a ce repli sur soi qu'il faut aussi prendre comme un indicateur de mal-être. Hein. Et alors, ça peut être quelque chose de positif, mais je vais en venir après, à la fin, ça sera aussi à valoriser. Quand je dis valoriser, demander à son enfant de dire « Mais est-ce que tu sais que tu es en train de construire des nouvelles compétences que tu voudrais que les autres soient avec toi, mais il faut toi aussi l'être avec les autres. S'ouvrir sur les autres, c'est aussi accepter les autres dans leurs différences et Vous accepter n'avez sa pas différence. répondu à la question. Alors, Fatem Zahra est une maman, justement, très anxieuse. Oui. Je pose la question à votre place. Non, c'est pas vrai. vous êtes bien Et en compris. fait, elle arrive pour vous voir début octobre. Vous voulez la revoir dans combien de semaines et de mois? Idéalement pour le... Idéalement, pour moi, c'est à chaque trimestre. Une fois par trimestre. Ben oui, en début d'année, s'il y a un changement, c'est bien d'aller faire connaissance, de se présenter, de dire qu'on est là disponible, et d'un côté et de l'autre, hein, parce qu'encore une fois, le corps enseignant est disponible par nature pour les parents, et aussi les parents doivent montrer qu'ils existent, Ok. qu'ils Il y a ont des envie. réunions, je crois. Il y a des réunions. Alors, il y a des au début. réunions formalisées, mais ce n'est pas le meilleur moment. Moi, je préfère bien souvent des choses que je suis... Le face-à-face. Oui, puis qu'on prenne le temps, parce que les uns derrière les autres, on ne va pas prendre le C'est temps. vrai. Si on a une file d'attente avec 10 parents, ben on va avoir tendance à se dépêcher, alors que pour prendre le temps de dire, même si ça durera peut-être que 5 ou 10 minutes, mais on s'est réunis, on s'est préparé pour parler de cet élève-là en particulier, de l'enfant en particulier, et donc on se rencontre, et des fois on se dit des choses très pertinentes. Je pense que vous avez une remarque. Oui, non, juste une question, parce que Bien ça, sûr. ça m'interpelle ce que vous êtes en train de dire. Est-ce qu'un parent comme moi, qui ne va pas avoir les... Parce que moi, justement, comment vous l'appelez ça? Immersion, même pas immersion, c'est le fait d'aller voir, checker derrière son enfant à chaque fois, c'est comme ça que je le perçois en tout cas. Est-ce que quelqu'un qui ne vient pas, je suis maman, je suis venue en réunion, début première de l'année. réunion, après je suis revenue en conseil de classe, quoique je suis parent délégué, donc je suis obligée d'être là au conseil des classes, mais je ne vais pas voir les profs, je laisse une liberté absolue à ma fille alors que je travaille, un travail continu avec ma fille à la maison, mais je ne viens pas à l'école. Est-ce qu'on est mal perçu? Ou là, comment vous nous... Alors, Nous, Est-ce qu'on parents est comme absent? ça. Voilà. Est-ce qu'on est absent? Voilà. alors, Voilà. j'ai envie de dire, on parlait de changer d'établissement, donc peut-être que là, vous avez eu une continuité Ah, dans... d'accord, très bien. Bah oui, l'idée c'est ça, c'est quand on change d'établissement, on a besoin d'un moment pour faire connaissance. Très bien. Alors que quand on connaît le système, il est plutôt logique de faire confiance au système. C'est ça. Et donc, il n'y a pas de mauvaise perception quand tout va bien. Mais si les mots sont signés et que... d'accord. par contre, s'il y a un mot qui est signé, qui n'est pas signé, Signé, et ouais. qui revient, ben, on se dit, il se passe quelque chose. D'accord. Parce que je comprends parfaitement la question de Fatem Zahra, parce que vous avez des parents, et je pense que je vais mettre encore plus d'images sur ce que vous voulez dire, vous avez des parents qui sont constamment à l'école, qui sont très présents. Envahissant. Alors, je ne veux pas utiliser le terme, et justement, les parents qui ne le sont pas culpabilisent un petit peu. On se dit, est-ce qu'on délaisse nos enfants, et est-ce que les enseignants pensent que nous ne sommes pas des parents présents? Alors, moi, je ne pense pas du tout. Pas du tout, parce que en tant que professionnel de l'enseignement, j'ai envie de dire, l'enseignant, il a besoin d'avoir du temps pour les élèves. Et le paramètre parental, j'ai envie de dire, il vient au second plan. Quand il y a besoin. Quand il n'y a pas de besoin, bah, effectivement, Pourquoi on peut voir très les parents? bien... Bah oui. C'est ça. Et souvent, j'ai envie de dire, on peut largement s'en passer, parce que le travail le plus important, il est à faire avec les élèves en classe. C'est bien pour ça que je vous disais une fois, les cours particuliers, je suis contre. Parce que ça se passe à l'extérieur de l'école, sans aucun regard. Et bon, ben, j'ai envie de dire, il se crée entre ces profs qui donnent des cours particuliers et les parents une Un sphère, un business. fantasme. Oui, puis les cours sont fantasmés. ça. C'est pas du tout la réalité de la classe. Merci beaucoup, Monsieur Mais je vous en Rachdi Zakaria, d'être là pour ce sujet qui nous concerne tous, et vous également, je pense, chez vous, ce changement d'établissement, cette relation entre la famille, la maison et l'école. Vous nous avez rassurés, donc même si on ne pose pas les pieds à l'école, on reste de bons parents. C'est bien ça, voilà. Bon, on va parler santé tout de suite, on y va.
Et merci infiniment d'être là, docteur Najati Etifti. C'est un plaisir de vous avoir. Merci infiniment. Et merci de venir justement avec votre casquette de maman aussi pour partager avec nous. C'est un plaisir de partager infiniment. des sujets que Merci. Alors, vous êtes rhumatologue. Avec vous, cette histoire de tendinite. Les tendinites, quelle prise en charge? Mais d'abord, mais c'est vrai, on est entouré de personnes qui parlent de tendinite. J'ai une tendinite à l'épaule, j'ai une tendinite au genou. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression que je l'entends de plus en plus, ce mot. Vous confirmez, Fatem Zada? Je confirme. C'est vrai, vous l'entendez beaucoup aussi? J'ai une tendinite. Vous avez une tendinite, d'accord. Ok. Monsieur Rajdi? Pas du tout. Pas de tendinite. Vous entendez parler de tendinite ou pas? Pas du tout non plus. Ok, très Souvent, bien. on a des petites douleurs au poignet, mais sans plus. Sans plus. Donc, une tendinite, c'est quoi, docteur? Tout d'abord, le mot tendinite, ça a changé entre-temps. On ne parle plus de tendinite, on parle de tendinopathie. Parce Oui, mais non, on parle encore de tendinite. Voilà, parce que le tendon, il faut savoir, c'est juste une petite corde qui fait le relais entre le muscle et l'os. Et cette petite corde, elle est rigide, elle a beaucoup de valeur dans le mouvement articulaire. C'est pour ça qu'elle est trop sollicitée. Si elle est maltraitée, elle n'est pas contente, elle fait mal, on a des douleurs, on a des troubles fonctionnels au niveau de cette articulation. C'est pour cela, tendinopathie, c'est chaque fois qu'il y a une atteinte des structures qui constituent ce tendon, on parle de tendinopathie. Que ce soit la gaine, parce que le tendon, c'est comme une corde avec une gaine, avec une anthèse, avec des structures qui font le relais du mouvement. Mais on a l'impression qu'une fois qu'on a une tendinite, c'est pour la vie. Parce que vous entendez souvent les gens se plaindre d'une chronicité de la tendinite. C'est ça le rôle du médecin, c'est d'éviter de passer à la chronicité. Et pour éviter de passer à la chronicité, il faut connaître la structure du tendon, connaître la cause, pourquoi ce tendon est en train de souffrir. Peut-être qu'on l'a trop sollicité, peut-être qu'on ne l'a pas préparé au mouvement, peut-être qu'il y a une maladie qui se dépose, c'est-à-dire il y a un excès de certains métabolites qui se déposent au niveau de ce tendon et qui gênent le mouvement du tendon, que ce soit chez les diabétiques, cholestérol, triglycérides, acide urique. Pas forcément les sportifs. Non, pas certainement les sportifs. Il y a certaines prises médicamenteuses aussi qui peuvent causer la pathologie du tendon. Les gens qui prennent des corticoïdes au long cours, les gens qui prennent parfois certains antibiotiques, qu'on appelle nous les quinolones ou bien la ciprofloxacine, ils font souvent des usures au niveau des tendons. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une cause qui va déranger le mouvement, qui va gêner le mouvement de ce tendon, il va souffrir, il va donner des douleurs. Mais heureusement que ces douleurs, ça s'estompe avec le repos. C'est-à-dire qu'il suffit de mettre au repos ce tendon, de lui donner le temps de se rétablir pour que la maladie en elle-même passe plus rapidement. C'est pour cela que ça prend du temps. Mais est-ce que ça veut dire, pardon, que cette partie-là restera fragile? Parce qu'on a fait une tendinite à l'épaule, au poignet ou au genou, par exemple. Ça veut dire que il y a une fragilité qui s'est déclenchée quelque part. Et donc, il va falloir gérer cette partie du corps. Même si on met au repos, on soigne, mais est-ce que la fragilité s'installe? C'est pour ça que dans la physiopathie de la tendinopathie, il y a des étapes. Il faut, chaque fois qu'on a des douleurs, aller consulter son médecin. Rhumato, médecin de sport, médecin rééducateur aussi, qui voit souvent les problèmes de tendons. Donc, il faut connaître la cause. Si on connaît la cause et qu'on la prend en charge, en général, ça se passe bien et on évite la chronicité. Okay. On évite l'évolution vers cette fragilité du tendon. Parce que ce qui rend parce que le tendon, c'est une structure qui est faite de beaucoup de collagène. C'est vrai qu'elle vieillit comme toutes les autres structures de notre corps, comme la peau, parce qu'on a du collagène aussi au niveau de la peau. Même au niveau du tendon, on a du collagène qui peut se raréfier. C'est une structure aussi qui peut se déshydrater. Et quand elle se déshydrate, il y a le risque de fibrose, il y a le risque de dégénérescence. Elle peut aussi... Mais tout ça, c'est dû à quoi? C'est l'âge? Il y a plusieurs, comme j'ai expliqué, il y a beaucoup de causes qui peuvent entraîner. Il y a l'âge, parce que le collagène se raréfie, c'est ça. Mais se déshydrate. Si vous permettez, on a parlé justement des maladies chroniques. Oui, effectivement. De la prise de certains médicaments. La prise de certains médicaments. Il y a l'âge. Il y a l'âge. Il y a les maladies métaboliques. Oui. L'âge, c'est quoi? C'est l'âge limite 35-40? Maintenant, avec l'espérance de vie, l'âge a changé un petit peu. Mais en fin de compte, il n'y a pas d'âge précis. C'est le vieillissement du tendon parce qu'on lui a inculqué une activité qui n'est pas normale. C'est-à-dire chez les sportifs de grande compétition,
c'est l'utilisation répétitive de ce tendon qui va évoluer vers son usure. D'accord, mais à un âge très précoce. Voilà, c'est-à-dire c'est l'âge du tendon, ce n'est pas l'âge de la personne en elle-même. Donc chaque fois qu'il y a une sollicitation de ce tendon plus qu'il le faut, il y a un vieillissement, il y a une dégénérescence. C'est pour ça qu'il faudrait essayer de le prendre en charge, de le préparer, d'avoir des muscles de bonne qualité. Pour avoir ça, il faudrait une activité sportive régulière. Alors, on va y arriver justement en recommandation, mais on va poser la question à Fatima Zahra. Vous vous retrouvez dans ce que nous dit Dr Najat Setifti, les causes, la chronicité? La chronicité, à un certain moment, quand effectivement j'ai trop sollicité le tendon. Et aussi j'ai une maladie, j'ai une ALD, donc longue durée, donc du coup c'est un autre facteur, et aussi le manque de repos et solliciter la même et faire, parce que quand le médecin vous dit arrêtez de, parce qu'en fait ce qui nous propose comme solution aussi sont parfois difficiles. Il ne faut pas conduire, il ne faut pas porter, il faut pas, bon, c'est très difficile de ne pas conduire. Une tendinite à l'épaule ou... Oui, absolument, absolument. Et donc ça verse. Et donc il ne faut pas porter. Quand on a un ordinateur, je travaille souvent avec, donc on se retrouve avec un truc pour porter, des livres pour ma part, des dossiers. Je vais juste t'interrompre parce que c'est pas la mise au repos totale, la sédentarité qui va améliorer les choses. Parce que même c'est ce qu'on comprend d'ailleurs. Non, c'est au contraire. Mais éviter ça, éviter cela. C'est très difficile de mettre en place. Je ne dis pas impossible, je dis c'est très difficile. Et donc, mais du coup, quand j'ai appliqué... Mettre au repos au moment de la poussée douloureuse. Mais en dehors de la poussée douloureuse, il faut maintenir l'activité pour éviter c'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas ce dérouillage au niveau de ce tendon. Mais mise au repos total, mise au placard. Oui. Mise au placard du tendon. De ce tendon, non, il ne faut pas faire ça. Il faudrait essayer de réadapter ce tendon, lui faire des séances de rééducation, faire des exercices d'étirement, faire des exercices en isométrie, mais pas le mettre au repos total. Mais pardon, dès le départ, cette prise en charge, cette panoplie de prise en charge, par exemple, déclenchement d'une douleur une douleur aiguë au niveau d'une zone. Diagnostic, tendinite. On voit le patient en phase aiguë, il vient en urgence avec une douleur, une limitation. Qu'est-ce qu'on fait en tout premier? On s'assure que c'est une tendinopathie. C'est très facile, il y a des signes, des tests qu'on utilise à l'examen clinique. On fait des mouvements contrariés pour être sûr que c'est le tendon. Il y a aussi l'examen radiologique, la radio, l'échographie qui nous a rendu énormément service. Elle nous donne des images directes sur le tendon et les structures du tendon. Ça nous permet de faire facilement notre diagnostic. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On repose ce tendon. On fait ce qu'on appelle le traitement grec, c'est-à-dire glaçage, repos, élévation, contention de ce tendon, si c'est possible, si c'est au niveau du cou, si c'est au niveau du poignet. Et ça prend quelques temps. Okay. Après, il ne faut pas le mettre au repos total, il faut passer à la deuxième phase qui est la rééducation. Donc ça, c'est le traitement d'attaque de la première crise. La première crise. Idéalement, pour vous, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça que ça doit se passer. Et bien sûr, en parallèle, on demande un bilan, on demande pour voir s'il n'y a pas une cause à cette tendinopathie, et on passe au traitement. Le traitement sera variable. Il y a plusieurs techniques de traitement de tendinopathie. À part les antalgiques, les anti-inflammatoires, il y a les infiltrations qui peuvent énormément... D'emblée, vous préconisez ça? Quand on aura fait notre diagnostic, quand on est sûr qu'il n'y a pas de rupture, quand on est sûr qu'il n'y a pas une maladie chronique, par exemple. C'est-à-dire qu'il faut faire son diagnostic avant de passer au traitement. Mais pardon, docteur, pour une première tendinite, on peut avoir... si on a une tendinopathie. Tendinopathie, pardon. Tendinopathie aiguë, c'est-à-dire déjà l'examen physique, déjà avec l'échographie, on arrive à avoir 90% de notre diagnostic. On a par exemple une inflammation, on a une gaine qui est en train de souffrir, on a une bursite, on infiltre, on retire s'il y a du liquide, on injecte un corticoïde dans la gaine pour lever l'inflammation et soulager ce tendon. Puis après, on passe à la phase suivante qui est la rééducation. Mais est-ce que les patients suivent souvent tout ce protocole ou, en toute honnêteté, ils sont nombreux à disparaître après la prise d'antalgique? Ils arrivent chez vous avec une douleur, diagnostic de tendinite, vous donnez une première ordonnance pour soulager la douleur, ça passe avec les antalgiques et les anti-inflammatoires, et donc forcément, je se dis, bon, j'ai pas besoin de revenir, je me suis fait mal, la prochaine fois, je ferai plus attention. Ça, c'est la forme banale de la tendinopathie passagère. Mais il y a des tendinopathies pathologiques. C'est pour ça qu'on ne parle plus de tendinite, on parle de tendinopathie. C'est-à-dire là, je suis en train de traiter les pathologies des tendons. D'accord.
Donc, c'est pour ça qu'il faut faire son diagnostic, il faut aller consulter le médecin, c'est le médecin qui doit faire connaître son le degré. diagnostic. Et là, il faudrait prendre en charge le patient, il faut le soulager. Il y a plusieurs techniques, à part les antalgiques, les anti-inflammatoires. Il y a aussi la PRP qui a rendu énormément service, qui a donné d'excellents La résultats. même que pour le visage et les cheveux? Oui, c'est le même principe. C'est pas au même dosage, c'est Oui. pas avec la même technique, mais ça permet un petit peu de lever l'inflammation, de régénérer ce tissu qui est en train de souffrir. C'est pour ça que c'est le miracle pour la tendinopathie. Alors. Et ça donne de très bons résultats. On a des guérisons de plus de 70%. Alors, docteur, dites-nous, pardon, quand vous dites guérison de plus de 70%, est-ce que c'est même pour des tendinopathies chroniques depuis plusieurs années? Oui. Les gens qui nous regardent et qui vous entendent dire ça et qui se disent, est-ce qu'ils peuvent se dire, si je recours au PRP pour ma tendinite, je vais enfin être soulagée? Je ne dirais pas 100%. Mais il y a des résultats qui sont extraordinaires. C'est-à-dire il y a des prises en charge qui ont donné de très bons résultats, même dans des tendinopathies chroniques. Dernière question, est-ce qu'aujourd'hui les personnes qui nous regardent et qui ont une tendinite qui la traîne depuis 10-20 ans et qui en souffrent, vous leur dites c'est un petit peu de votre faute parce que vous ne l'avez pas bien prise en charge dès le départ, vous l'avez négligée? C'est jamais la faute au patient. C'est la faute de vous êtes gentil, vous êtes un gentil docteur. C'est jamais la faute au patient. Alors, parce que le patient, déjà là, il est en train de souffrir. Il ne faut pas lui dire qu'il est fautif pour sa maladie. Au contraire, il faudrait essayer de... Non, mais lui dire fautif de ne pas avoir pris en charge, de ne pas être revenu chez le médecin, de ne pas avoir... Il faut dire qu'il est responsable, il a une part de responsabilité dans cette prise en charge. D'accord. C'est plus simple. Ok, mais c'est vrai, c'est pour cela que... Et j'avoue, j'avoue, pareil... Quand on me dit fais traitement, dès que je prends le traitement et que ça va mieux, je ne vais pas faire de la kiné, alors que c'est ma faute, enfin c'est ma responsabilité. Et pourquoi vous préférez responsabilité et pas faute? Parce que la faute, c'est dur pour dire. Déjà, il est malade, il souffre et en plus on lui dit qu'il est fou. Mais vous, c'est la patiente. Oui. Non, moi, j'ai juste un petit point à rajouter. Oui. C'est pas la faute au patient, c'est la faute au médecin parce qu'il n'a pas su expliquer en tout début la maladie et lui transmettre l'intérêt d'un bon suivi et l'intérêt d'un bon traitement. C'est-à-dire, il ne suffit pas, comme je le dis toujours, écrire une ordonnance, la donner au patient et lui dire bye bye. Il faudrait lui expliquer sa maladie, il faudrait lui dire ce qu'il doit faire, ce qu'il peut attendre du traitement et quel est le risque s'il ne se fait pas traiter. Et si vous faites tout ça, il ne revient pas. C'est sa faute? C'est la faute au médecin? En général, quand on explique bien aux patients, en général, ça se passe bien. Ils reviennent. Alors, une question de téléspectateur. Nous avons une question pour vous de la part de Aissam qui vous dit « Que me conseillez-vous pour soulager ma tendinite dans le creux du genou, le chaud ou le froid ?» C'est des étapes parce que le tendon passe par plusieurs étapes. Quand c'est inflammé, quand c'est chaud, quand c'est très douloureux, c'est le glaçage, c'est le froid. Le froid. Quand on passe à une étape ultérieure, c'est-à-dire quand ça devient une petite douleur sournoise qui revient, c'est plutôt le chaud qui soulage. Ok. C'est pour ça l'intérêt de la rééducation, on fait l'infrarouge. D'accord. Et on chauffe ce tendon et on le met au repos et ça soulage en général. Et c'est pris en charge tout ça? En général, c'est pris en charge. Il y a aussi, j'ai oublié de parler du traitement par lampe de choc aussi qui donne de très bons résultats. Ok. Donc il y a une panoplie de... Il y a une panoplie de traitements. Il ne faut pas se décourager. Le tendon, on peut le traiter même à la phase de chronicité, pas de souci. Merci infiniment d'être là, d'être plaisir. venu, docteur Najati Yatifti, d'avoir expliqué cette histoire de Avec grand tendinite que vous appelez vous aujourd'hui les professionnels les tendinopathies. Voilà, merci infiniment. Vous êtes rhumatologue. Merci beaucoup Fatem Zahra Mzeoud Benis d'avoir fait le déplacement et d'être venu nous parler sans langue de bois de cette histoire de mise au placard. Et merci à vous, monsieur Rajdi Zakaria, directeur pédagogique, justement pour vos précieux conseils, démarrage de l'année scolaire, comment aider nos enfants à réussir leur insertion. Merci infiniment pour tous vos conseils. Je vais y arriver. Merci beaucoup d'être là, d'être venu, d'avoir participé vraiment pleinement à cette émission. Un grand merci à l'équipe en régie et à vous pour votre fidélité. À très très vite. Au revoir.